Mes parents m'ont mis à la porte à 18 ans parce que j'ai refusé d'acheter un cheval de compétition à ma sœur chérie. J'ai juste dit, c'est d'accord. 16 ans plus tard, lors d'un dîner de réconciliation, ils ont vu la notification sur mon téléphone, virement reçu, plus 6,5 cents.000 €, succession tante Rosalie. Ma sœur a failli s'étouffer et le visage de ma mère s'est décomposé de terreur. Je m'appelle Lison. J'ai 34 ans aujourd'hui, et en regardant en arrière, je n'arrive toujours pas à croire comment toute une vie de négligence, de douleurs silencieuses et d'injustices flagrantes peut basculer en une seule seconde, grâce à une simple notification lumineuse sur un écran de téléphone. Mes parents ont coupé mes fonds pour l'université et m'ont jeté à la rue parce que j'avais refusé de payer pour le caprice équestre de ma sœur. J'avais juste dit un mot, d'accord. 16 ans plus tard, ma sœur Félicie ricanait encore lors d'un dîner de famille, celui que mes parents avaient organisé pour soi-disant se réconcilier, jusqu'à ce qu'elle jette un coup d'œil à mon téléphone posé sur la table. La notification de la banque s'est affichée, brutale et inéluctable. 6,5 millions d'euros transférés sur mon compte depuis la succession de ma tante Rosalie. Elle est devenue livide, s'est penchée vers moi et a murmuré avec un mélange d'effroi et de convoitise. « Dis-moi que tu n'as pas gardé ça pour toi. » Mon père a lâché sa fourchette dans un bruit de cliquetis métallique qui a résonné dans tout le restaurant comme un coup de tonnerre. Le sourire de ma mère s'est figé, transformant son visage aimable en un masque de terreur pure. Croyez-moi, la façon dont ils ont réagi quand ils ont réalisé que cet argent était le mien, et uniquement le mien, a tout changé. Avant de vous raconter comment leur monde s'est effondré ce soir-là et comment j'ai savouré chaque seconde de cette justice divine, je suis très curieuse de savoir d'où vous écoutez cette histoire incroyable. Est-ce que vous êtes en France, au Canada, en Belgique, ou peut-être ailleurs dans le monde? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore voir à quel point notre communauté est internationale et solidaire face à ces histoires de famille. Tout a commencé dans ce restaurant huppé de Limoges, le Pont Saint-Étienne. C'est un endroit magnifique, situé juste au bord de la Vienne, avec une vue imprenable sur le vieux pont médiéval en pierre. C'était un mardi soir pluvieux de novembre, le genre de soirée où le brouillard s'accroche au pavé et où l'humidité pénètre jusqu'aux os. L'atmosphère à l'intérieur était feutrée, presque oppressante de luxe. Les nappes étaient d'un blanc immaculé, si épaisses qu'on aurait pu s'y cacher, et les verres en cristal scintillaient sous la lumière tamisée des lustres. Une mise en scène parfaite pour une famille parfaite. Du moins, c'est ce que mes parents, Odette et Ambroise, voulaient désespérément faire croire aux autres clients et peut-être à eux-mêmes. En face de moi, ma petite sœur, Félicie, qui a maintenant 30 ans, triturait sa serviette en tissu avec une impatience mal dissimulée. Elle portait une robe de marque, mais en l'observant de plus près, je pouvais voir que c'était une collection d'il y a au moins 3 ou 4 ans. Le tissu commençait à boulocher légèrement sous les bras, et les coutures semblaient fatiguées, comme si la robe elle-même était épuisée de devoir maintenir cette illusion de richesse. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, ses ongles manucurés tapotant frénétiquement l'écran fissuré qu'elle essayait de cacher avec sa main. Alors, Lison, a commencé ma mère, sa voix mielleuse qui me donnait toujours des frissons dans le dos, une voix faussement douce qui cachait des décennies de manipulation. On a entendu dire par les voisins que ton petit atelier de, comment tu appelles ça déjà? De recollage de vieux bols cassés? Il paraît que ça marche plutôt bien ces derniers temps. J'ai pris une lente inspiration, sentant l'odeur du foie gras et du vin rouge flotter dans l'air, une odeur qui soudainement me donnait la nausée. C'est de la restauration de céramique et d'objets d'art, maman, ai-je corrigé calmement, prenant une gorgée d'eau pour faire passer l'amertume qui montait dans ma gorge. Je travaille pour des musées et des collectionneurs. Et oui, l'affaire se porte bien, merci de demander. Félicie a levé les yeux au ciel, un geste qu'elle maîtrisait à la perfection depuis l'adolescence et qui n'avait pas perdu de sa force agaçante. C'est quand même incroyable, a-t-elle ricané en jouant avec son pendentif doré qui semblait être du plaqué, que tu passes ta vie à réparer les poubelles des autres alors que moi, avec mon projet de cosmétiques bio-révolutionnaire, je vais changer le marché européen. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce financier pour le lancement, tu comprends? Les banques sont si frileuses en ce moment, elles ne comprennent pas le génie quand elles le voient. C'était donc ça. Le véritable but de ce dîner. Pas de réconciliation. Pas d'amour perdu retrouvé après des années de silence. Juste de l'argent. Encore et toujours de l'argent. Mon père, Ambroise, a hoché la tête, son regard fuyant le mien pour se concentrer sur son assiette. Il avait vieilli, ses cheveux étaient devenus gris et clairsemés, ses épaules s'étaient voûtées sous le poids invisible des dettes qu'il avait accumulées pour financer le style de vie insoutenable de Félicie,
mais son arrogance, elle, était restée intacte, comme un vieux monument indestructible. Ta sœur a raison, lisons, a-t-il grommelé d'une voix rauque. La famille, c'est sacré. C'est fait pour s'entraider dans les moments difficiles. On pensait que, puisque tu n'as ni mari ni enfant pour te distraire, tu pourrais investir dans l'avenir de ta sœur. C'est un placement sûr. Je les regardais, ces 3 personnes qui partageaient mon ADN, mon sang, mon histoire, mais qui ne m'avaient jamais donné une once d'affection véritable. La colère montait en moi, non pas une colère chaude et explosive, mais une colère froide, précise, chirurgicale. J'étais sur le point de leur dire exactement ce que je pensais de leur investissement et de leurs années de négligence, quand mon téléphone, posé face visible sur la table à côté de mon assiette, a vibré. Une vibration longue, insistante. L'écran s'est allumé. La luminosité était réglée au maximum, perçant la pénombre du restaurant. Le message de l'application bancaire était impossible à rater pour quiconque avait des yeux. Virement reçu. De Maître Valère. Libellé, succession tante Rosalie. Montant, plus 6 540 000 €. Le temps s'est arrêté. Félicie, qui louchait sur mon téléphone en espérant probablement y voir un message d'un petit ami imaginaire ou une notification sociale, a arrêté de respirer. Ses yeux se sont écarquillés comme des soucoupes, manquant de sortir de leurs orbites. J'ai vu ses lèvres bouger silencieusement, déchiffrant les chiffres, comptant les zéros un par un. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros. C'est quoi ça? A-t-elle balbutié, sa voix montant dans les aigus, brisant le murmure poli du restaurant. Mes parents se sont penchés brusquement, manquant de renverser la carafe d'eau. Le silence qui a suivi était assourdissant, lourd de conséquences. Mais pour comprendre pourquoi ce moment était si délicieux, si incroyablement satisfaisant pour moi, vous devez comprendre l'enfer que j'ai traversé pour en arriver là. Vous devez retourner 16 ans en arrière, au moment où tout a éclaté à cause d'un stupide cheval. Il y a 16 ans, nous vivions dans une maison bourgeoise en périphérie de Limoges, dans un quartier résidentiel où les pelouses étaient coupées au millimètre près. De l'extérieur, c'était l'image même de la réussite provinciale, un jardin bien entretenu avec des hortensias bleues, une façade en pierre de taille, 2 voitures allemandes brillantes dans l'allée. Mais à l'intérieur, la dynamique était aussi tordue et malade qu'un vieil arbre pourrissant de l'intérieur. J'avais 18 ans à l'époque. J'étais une fille discrète, studieuse, passionnée par l'art, l'histoire et les vieux objets. Je passais mes week-ends et mes vacances à travailler dans une boulangerie du centre-ville. Je me levais à 4 heures du matin, bravant le froid et l'obscurité, pour aller pétrir la pâte et servir les clients matinaux, économisant chaque centime, chaque pourboire. Mon rêve absolu était d'intégrer l'école des arts décoratifs. Je savais pertinemment que mes parents ne m'aideraient pas, alors j'avais amassé, euro après euro, pièce après pièce, environ 8 000 €. C'était mon trésor, mon sang, ma sueur, mon ticket de sortie vers une vie meilleure, ma liberté. Et puis il y avait Félicie. À 14 ans, elle était déjà le soleil autour duquel mes parents gravitaient, l'astre unique de leur univers. Elle était jolie, certes, mais surtout capricieuse, vaniteuse et absolument incapable d'entendre le mot non. Si Félicie voulait une nouvelle robe pour une soirée, elle l'avait le lendemain. Si elle voulait organiser une fête, mes parents vidaient le salon et se faisaient tout petit. Moi? J'étais l'ombre. Celle qui devait comprendre, celle qui devait céder, celle qui devait s'effacer. Tu es l'aînée, lisons, sois raisonnable, disait toujours ma mère avec ce sourire condescendant qui me donnait envie de hurler. Le point de rupture, l'instant où ma vie a basculé, est arrivé un soir de printemps. Félicie s'était mis en tête de faire de l'équitation. Pas n'importe quelle équitation dans un club de campagne, non. Elle voulait rejoindre le cercle équestre de Limoges, le club le plus exclusif de la région, fréquenté par les filles des notables, des médecins et des avocats. Et pour y être acceptée et briller, elle avait décrété qu'elle avait besoin de son propre cheval. Toutes mes copines en ont un. A-t-elle pleurnichait au dîner ce soir-là, jouant avec sa purée comme une enfant de 5 ans. Si je n'ai pas mon propre cheval, je vais avoir l'air de quoi? D'une clocharde? D'une moins que rien? Je ne pourrai jamais m'intégrer si j'arrive avec un cheval de location. Mère a immédiatement pris sa défense, caressant les cheveux blonds de Félicie comme si elle consolait une victime de guerre. Oh, ma chérie, ne dis pas ça, ne pleure pas. On va trouver une solution, je te le promets. Tu l'auras, ton cheval.
Père a froncé les sourcils, faisant semblant de consulter ses comptes mentaux, même si je savais qu'il vivait déjà au-dessus de leurs moyens. Un cheval de compétition, c'est cher, Odette. Et il y a la pension mensuelle, le vétérinaire, l'équipement, le transport. On est un peu juste ce mois-ci avec les travaux de la toiture qu'on vient de payer. Les liquidités manquent. C'est là que leurs regards se sont tournés vers moi. 3 perdus. 2 prédateurs affamés et une petite hyène en devenir. J'ai senti un frisson glacé parcourir mon échine. Lison, a commencé mon père, d'un ton faussement décontracté, posant ses couverts. Tu as bien mis de côté de l'argent avec ton petit boulot à la boulangerie, n'est-ce pas? Depuis le temps que tu y travailles. Combien as-tu exactement? 8 000? Peut-être un peu plus? J'ai senti mon estomac se nouer, une boule de plomb se formant au creux de mon ventre. C'est pour mon école, papa. Pour mon logement l'année prochaine à Paris. Pour mes frais d'inscription, mon matériel de dessin. C'est mon avenir. Ton école, a ricané ma mère, un son méprisant et cruel. Ces études d'art, franchement, Lison, c'est une perte de temps. Tu finiras chômeuse ou professeur de dessin dans un collège de banlieue. Alors que Félicie, le réseau qu'elle va se faire dans ce club équestre, c'est crucial pour son avenir. Elle va rencontrer des gens importants. C'est un investissement pour l'avenir de toute la famille. On ne te demande pas de donner l'argent définitivement, a ajouté mon père, voyant ma résistance et mon visage se fermer. Juste de l'avancer. On te remboursera, plus tard. Quand les affaires reprendront, quand on aura vendu le terrain de grand-père. C'est un prêt familial. Je savais pertinemment ce que plus tard voulait dire dans la bouche de mon père. Ça voulait dire jamais. Ils avaient déjà emprunté tout l'argent que j'avais reçu pour ma communion pour payer le voyage scolaire de Félicie en Italie 2 ans plus tôt. Je ne l'avais jamais revu, pas un centime. Non, ai-je dit. Ma voix tremblait légèrement, mais le mot était clair, net, sans équivoque. Félicie a explosé. Elle a jeté son assiette par terre dans un geste théâtral, la porcelaine se brisant en 1000 morceaux sur le carrelage, une ironie tragique que je n'apprécierais à sa juste valeur que des années plus tard en devenant restauratrice. Elle est égoïste. Elle veut gâcher ma vie. Elle est jalouse parce que je suis populaire et pas elle. Maman, fais quelque chose. Elle me déteste. Ma mère s'est levée, le visage rouge de colère, ses mains tremblant sur la nappe. Tu vas présenter tes excuses à ta sœur immédiatement, Lison. Tu es méchante et calculatrice. Et tu vas nous faire ce chèque ce soir même. Sinon. Sinon quoi? Ai-je demandé, sentant une froideur absolue envahir mes veines, remplaçant la peur par une détermination nouvelle. Sinon, tu ne fais plus partie de cette famille. On ne nourrit pas les ingrats ici. Si tu ne contribues pas au bonheur de ta sœur, tu n'as rien à faire sous ce toit. La menace flottait dans l'air, lourde, toxique et définitive. Il pensait sincèrement que j'allais plier. J'avais toujours plié par le passé. J'avais donné ma chambre plus grande à Félicie parce qu'elle avait besoin de plus d'espace pour sa créativité soi-disant débordante. J'avais renoncé à mes cours de piano pour payer ses leçons de danse classique qu'elle avait abandonnées au bout de 3 mois. Il pensait que j'étais faible parce que j'étais silencieuse, parce que je n'hurlais pas comme elle. Mais il ne savait pas, et il ne comprendrait jamais, que le silence est parfois l'endroit où se forge l'acier le plus dur. J'ai regardé mon père, cet homme qui était censé me protéger des dangers du monde mais qui me volait sans vergogne. J'ai regardé ma mère, dont l'amour était conditionnel à mon obéissance totale et à ma soumission aux caprices de sa favorite. Et j'ai regardé Félicie, souriante à travers ses fausses larmes, attendant son triomphe habituel, persuadée que le monde lui appartenait. Quelque chose s'est brisé en moi ce soir-là. Pas comme l'assiette au sol, bruyamment, mais silencieusement, comme une chaîne rouillée qui cède enfin sous trop de tension. D'accord, ai-je dit. C'est le mot que j'ai prononcé. D'accord. Félicie a commencé à applaudir, battant des mains comme une enfant gâtée devant un gâteau. Tu vois? Je savais qu'elle allait payer. Elle a craqué. Non, ai-je coupé, ma voix soudainement stable, dénuée de toute émotion, tranchante comme une lame de rasoir. D'accord pour partir. Gardez votre maison. Gardez vos dettes. Gardez vos illusions de grandeur. Je pars. Je ne vous donnerai pas un centime.
Le sourire triomphant de ma mère a vacillé, remplacé par une confusion soudaine. Tu ne tiendras pas 2 jours dehors, Lison. Tu ne sais rien de la vie. Tu reviendras en rampant quand tu auras faim et froid. Et à ce moment-là, le prix sera double. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis retournée et je suis montée dans ma petite chambre sous les combles, cet espace exigu qui avait été mon seul refuge. J'ai pris mon vieux sac de randonnée. J'y ai mis quelques vêtements chauds, mon précieux carnet de croquis, quelques crayons, et surtout, mon carnet de chèques et mes papiers d'identité. J'ai attrapé ma tirelire en forme de cochon, celle que je cachais sous une latte du plancher, contenant mes pourboires en liquide, environ 300 €. En redescendant les escaliers, le cœur battant à tout rompre mais l'esprit clair, ils étaient toujours dans la cuisine, stupéfaits, incapables de croire que leur servante docile se rebellait. Je suis passée devant eux sans un regard, sans un mot d'adieu. J'ai ouvert la porte d'entrée. Il pleuvait des cordes dehors, une pluie glaciale de mars. Le vent froid du Limousin m'a giflé le visage, mais curieusement, il m'a semblé plus chaleureux, plus honnête que l'air vicié et empoisonné de cette maison. Si tu franchis cette porte, Lison, a hurlé mon père derrière moi, sa voix brisée par la rage, ne t'avise pas de revenir nous demander un centime quand tu seras à la rue. Tu n'existes plus pour nous. Tu entends? Tu es morte pour nous. J'ai claqué la porte. Le bruit a résonné comme un coup de fusil dans la nuit. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais légère, d'une légèreté terrifiante. J'étais seule, il faisait nuit, j'avais froid, mais j'étais libre. Je venais de m'amputer d'un membre gangrené pour sauver le reste de mon corps. J'ai marché sous la pluie battante jusqu'à l'arrêt de bus, mes chaussures trempées faisant un bruit de succion sur le trottoir mouillé. Je n'avais nulle part où aller. Mes amis vivaient chez leurs parents, je ne pouvais pas débarquer ainsi au milieu de la nuit. C'est alors, assise sur ce banc en métal glacé, que je me suis souvenue d'un nom. Un nom interdit, banni, maudit dans notre maison. Tante Rosalie. Tante Rosalie était la sœur aînée de mon père. Dans la mythologie familiale construite patiemment par ma mère au fil des années, Rosalie était la folle, l'ermite, la vieille fille aigrie qui vivait dans une ferme délabrée au milieu de nulle part et qui détestait l'humanité entière. On disait qu'elle était avare, méchante, peut-être même un peu sorcière. Je ne l'avais vue que 2 ou 3 fois lors d'enterrements lointains, une silhouette sombre et silencieuse. Mais je me souvenais d'une chose précise, un souvenir qui brillait comme une pépite d'or dans ma mémoire. Lors des 10 ans de Félicie, alors que tout le monde s'extasiait devant la petite princesse et ses cadeaux coûteux, Rosalie s'était assise à côté de moi dans un coin, m'avait donné un vieux livre sur l'art de la Renaissance italienne et m'avait chuchoté. « Toi, tu as des yeux qui voient le monde, pas juste un miroir. Garde ça précieusement, petite. » J'ai pris le premier bus de nuit, puis j'ai marché 3 kilomètres dans la boue, mes vêtements collants à ma peau, pour arriver devant sa grille rouillée. Il était près de minuit. Les chiens ont aboyé furieusement. La lumière jaune du porche s'est allumée, perçant l'obscurité. Rosalie est apparue, une silhouette robuste en bottes de caoutchouc et gilet de laine épais, tenant une lampe torche. Elle avait 60 ans à l'époque, le visage marqué par le soleil et le vent, des mains de travailleuse. Elle m'a vue, tremblante sous la pluie, les cheveux plaqués sur le visage, mon sac de randonnée sur le dos. Elle n'a pas posé de questions stupides. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle a juste ouvert la grille avec un grincement métallique. « Entre » a-t-elle dit de sa voix rocailleuse, une voix qui sentait le tabac et la terre. « La soupe est encore chaude. Et sèche tes bottes avant de marcher sur le tapis. » Cette nuit-là, assise dans sa cuisine remplie d'odeurs de thym, de bois brûlé et de cire d'abeille, je lui ai tout raconté. Le cheval. L'ultimatum. Le chantage affectif. Le départ. Je m'attendais à ce qu'elle me plaigne, qu'elle me dise que c'était triste. Au lieu de ça, elle a souri. Un sourire féroce, presque sauvage, qui a illuminé son visage sévère. « Bravo, ma fille », a-t-elle dit en me versant une tisane brûlante. Ambroise et Odette sont des sangsues. Ils t'auraient asséché jusqu'à la moelle, ils t'auraient vidé de ton âme pour remplir le vide de la leur. Tu as sauvé ta peau. Tu as eu le courage que je n'ai jamais eu à ton âge. Vivre avec Rosalie n'était pas facile. Ce n'était pas un refuge douillet où l'on se repose. Elle ne m'a pas donné d'argent gratuit. L'argent qui tombe du ciel rend les gens faibles et stupides, regarde ta sœur, disait-elle souvent en coupant du bois. Mais elle m'a donné un toit. Elle m'a appris à cultiver un potager,
à réparer une toiture qui fuit, à négocier au marché et surtout, à comprendre la valeur réelle des choses par rapport à leur prix. J'ai découvert au fil des mois que Rosalie n'était pas pauvre. Loin de là. Elle vivait simplement, par choix, mais elle passait ses matinées à lire les Échos et le Figaro Économie, et à passer des ordres de bourse sur un vieil ordinateur poussiéreux connecté à un modem bruyant. L'apparence, c'est pour les idiots, lisons, me répétait-elle. La vraie richesse, c'est la liberté. C'est la capacité de dire merde à tout le monde sans avoir peur de ne pas manger le lendemain. Grâce à elle, j'ai pu continuer mes études. Elle m'a prêté l'argent pour mon inscription, que j'ai remboursé mois après mois en travaillant. J'ai travaillé dur, cumulant les jobs d'étudiante et les cours, dormant peu. Mais chaque soir, en rentrant à la ferme, je me sentais chez moi. Rosalie est devenue la mère que je n'avais jamais eue, une mère dure mais juste, aimante à sa manière silencieuse. Les 10 années qui ont suivi ont filé comme un éclair, un tourbillon de travail et d'apprentissage. J'ai obtenu mon diplôme avec les félicitations du jury. J'ai choisi une spécialisation rare et exigeante, une niche où peu osent s'aventurer, la restauration de céramiques anciennes. C'est un métier de patience infinie, de précision chirurgicale, de silence. Il faut prendre quelque chose de brisé, que tout le monde considère comme perdu, et lui redonner sa beauté et sa fonction, non pas en cachant les fissures, mais en les acceptant, en les intégrant à l'histoire de l'objet. Les Japonais appellent ça le kintsugi, l'art de réparer avec de l'or. C'était la métaphore parfaite de ma propre vie. J'étais brisée, mais je me reconstruisais avec de l'or pur. J'ai ouvert mon atelier, l'atelier Lison, dans une petite rue pavée du centre historique de Limoges. Au début, c'était dur, les clients étaient rares. Mais ma réputation de sérieux, d'honnêteté et de talent a grandi bouche à oreille. Les musées régionaux, les collectionneurs privés, les antiquaires parisiens ont commencé à me confier des pièces inestimables, des vases Ming, des porcelaines de Sèvres. Je gagnais bien ma vie, très bien même, mais je vivais simplement, investissant mes profits dans mon matériel et épargnant scrupuleusement, comme Rosalie me l'avait appris. Pendant ce temps, j'entendais des échos de ma famille par le biais des rumeurs locales, car Limoges reste une petite ville où tout se sait. C'était pathétique et prévisible. Le fameux cheval de Félicie? Il avait été vendu 1 an seulement après l'achat, à perte bien sûr. Félicie s'était lassée de se lever tôt le dimanche matin pour aller à l'écurie, trouvant que ça sentait trop fort et que c'était trop fatigant. Elle avait ensuite abandonné 3 cursus universitaires différents, droit, psychologie, communication. Elle se présentait désormais comme influenceuse lifestyle sur Instagram, postant des photos d'elle dans des vêtements de luxe qu'elle achetait avec la carte de crédit de nos parents, portait une fois pour la photo, et retournait au magasin le lendemain en prétextant un défaut. Sa vie était une coquille vide, brillante à l'extérieur, creuse à l'intérieur. Mes parents s'étaient endettés jusqu'au cou pour maintenir cette façade de richesse qui s'effritait. Ils avaient hypothéqué la maison une seconde fois. Ils roulaient dans des voitures en leasing qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Ils étaient devenus l'ombre d'eux-mêmes, aigris, blâmant la crise économique, le gouvernement, les impôts, ou la malchance pour leurs échecs. Jamais eux-mêmes. Jamais Félicie. Je n'avais aucun contact avec eux. Silence radio total. Jusqu'au jour où tante Rosalie est tombée malade. Un cancer foudroyant qui ne lui a laissé aucune chance. Je l'ai veillée jour et nuit pendant ces dernières semaines. Elle est partie paisiblement, dans son lit à la ferme, en tenant ma main dans la sienne, rugueuse et chaude. « Ne laisse pas les vautours manger ta part, Lison », furent ses derniers mots, un murmure rauque mais impératif. Ils viendront. Sois prête. L'enterrement fut un moment de révélation absolue sur la nature humaine. Mes parents et Félicie sont venus à l'enterrement. Non pas pour pleurer Rosalie, qui n'avait pas vu depuis 20 ans, mais pour flairer l'héritage comme des chiens de chasse. Je les ai vus arriver dans leur voiture noire, mal garée devant le petit cimetière de campagne, écrasant les fleurs du bas-côté. Mère portait un chapeau noir ridicule, bien trop grand et théâtral, comme si elle jouait dans un mauvais feuilleton télévisé. Félicie, cachée derrière des lunettes de soleil énormes bien qu'il pleuve, pianotait sur son téléphone pendant toute la cérémonie, soupirant d'ennui. Ils m'ont ignoré royalement. Pas un bonjour, pas un regard de compassion, pas un signe de tête. J'étais transparente, inexistante à leurs yeux. Après la mise en terre, alors que la terre était encore fraîche, mon père a tenté d'approcher le notaire, maître Valère, un vieil ami fidèle de Rosalie qui connaissait toute l'histoire.
Maître, a dit mon père d'une voix forte pour que tout le monde entende, tentant d'imposer son autorité, en tant que seul frère de la défunte, je suppose qu'il y a des formalités rapides pour la ferme. On pensait la raser rapidement pour vendre le terrain à un promoteur. C'est un bon emplacement. Maître Valère, un homme droit comme un i, aux cheveux blancs impeccables, a ajusté ses lunettes et a regardé mon père avec un mépris froid et non dissimulé. Monsieur, toutes les dispositions testamentaires ont été prises par Madame Rosalie elle-même. Je contacterai les bénéficiaires en temps voulu. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Ils sont repartis bredouilles, furieux, claquant les portières de leur voiture. 2 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de bois sombre de Maître Valère, entourée de vieux livres de droit. Il a ouvert le dossier scellé avec une solennité qui m'a coupé le souffle. « Lisons », a-t-il dit doucement, posant ses mains sur le bureau. « Rosalie t'aimait beaucoup. Elle m'a dit, le jour où elle a rédigé ceci, que tu étais la seule digne de porter son héritage, la seule qui saurait quoi en faire. Il m'a tendu les documents. J'ai commencé à lire, et le sol s'est littéralement dérobé sous mes pieds. Rosalie n'avait pas seulement la ferme et quelques économies. Dans sa jeunesse, avant de se retirer du monde, elle avait investi massivement dans l'immobilier parisien avant le boom des années 90, puis avait tout vendu au sommet du marché pour placer l'argent dans des actions de géants technologiques américains et asiatiques au début des années 2000. Elle avait un portefeuille diversifié, géré avec une main de maître et une intuition géniale. Le total des actifs liquides, après impôts et droits de succession, s'élevait à 6 540 000 €. Plus la ferme et les terres agricoles attenantes. Et elle me léguait tout. L'intégralité. À une condition écrite noir sur blanc, que Lison garde le secret absolu jusqu'à ce que l'argent soit en sécurité sur son compte personnel, et qu'elle n'en donne pas un seul centime à Ambroise, Odette ou Félicie, sauf si elle veut voir cet argent brûler en enfer. J'ai pleuré. Pas pour l'argent, qui était une somme abstraite et vertigineuse, mais pour la confiance qu'elle me portait. J'étais millionnaire. Moi, la fille qu'on avait chassée pour un cheval, la fille qu'on disait bonne à rien. Le transfert des fonds a pris du temps, les procédures successorales en France étant complexes et longues. 6 mois se sont écoulés. 6 mois où j'ai continué à travailler dans mon atelier comme si de rien n'était, gardant ce secret brûlant au fond de moi, attendant le moment juste. Et puis, le coup de téléphone est arrivé. C'était un mardi matin ordinaire. Je polissais minutieusement un vase Ming ébréché quand mon téléphone personnel a sonné. Le nom maman s'est affiché sur l'écran comme une menace lumineuse. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années. Mon cœur a raté un battement. J'ai hésité longuement, ma main tremblant au-dessus de l'écran, puis j'ai décroché, mettant le haut-parleur pour garder une distance de sécurité. « Allô ?» ai-je dit, ma voix neutre. « Lison. »« Ma chérie. » La voix était si faussement enjouée, si sucrée, que j'ai failli avoir la nausée physique. « Comment vas-tu ? On pensait justement à toi avec papa ce matin. C'est bientôt l'anniversaire de mariage, tu sais, 35 ans. On s'est dit que c'était trop bête de rester fâché pour des histoires de gamins. Le temps passe si vite. Des histoires de gamins. Me mettre à la rue à 18 ans, sans ressources, en pleine nuit, était donc une simple histoire de gamin à ses yeux. La réécriture de l'histoire était leur spécialité. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, maman ?» ai-je demandé froidement, sans laisser de prise à son jeu. Oh, toujours aussi direct, toujours aussi dur. On veut juste te voir, te serrer dans nos bras. Un dîner, au Pont Saint-Étienne. Ce soir. C'est nous qui invitons, bien sûr. Allez, fais un effort pour ta vieille mère. Félicie sera là, elle meurt d'envie de te revoir et de te parler de ses projets. Je savais pertinemment que c'était un piège. Mon instinct me hurlait de raccrocher et de bloquer le numéro. Mais une autre partie de moi, peut-être la partie qui savait que le virement de l'héritage devait arriver d'un jour à l'autre selon Maître Valère, était curieuse. Je voulais voir à quel point ils pouvaient descendre bas. Je voulais voir leur visage une dernière fois, les regarder dans les yeux avant de disparaître de leur vie pour de bon avec ma nouvelle liberté. D'accord, ai-je dit. À 20h. J'ai appelé Maître Valère juste après, le cœur battant. Le virement est parti ce matin de la caisse des dépôts, Lison, m'a-t-il confirmé d'une voix calme. Il devrait apparaître sur votre application bancaire dans la journée, peut-être en fin d'après-midi. Le destin a un sens de l'humour cruel et parfait.
J'ai mis ma plus belle tenue de travail, un pantalon noir bien coupé, une chemise en soie blanche, simple, élégante, mais pas ostentatoire. Je voulais qu'il me voie comme je suis, une femme qui travaille, qui réussit par elle-même, pas une héritière oisive. Je ne savais pas encore que la technologie allait trahir mon secret de la manière la plus spectaculaire et cinématographique possible. Nous voilà de retour au restaurant, à cet instant précis où le temps s'est figé. Après l'arrivée de la notification bancaire, le silence a duré peut-être 10 secondes, mais il a semblé durer une éternité. Félicie fixait l'écran comme si c'était une apparition divine, ses yeux brillants d'une cupidité pure et sans filtre. 6 millions, a-t-elle soufflé, comme en transe. C'est l'argent de la tante Rosalie? C'est tout ça? J'ai lentement repris mon téléphone, j'ai verrouillé l'écran avec calme et je l'ai glissé dans mon sac à main. J'ai pris une grande inspiration, sentant la puissance de l'instant. Le moment de vérité était là. Oui, ai-je dit calmement, ma voix posée contrastant avec leur agitation. Tante Rosalie m'a tout légué. Absolument tout. Chaque centime, chaque action, chaque mètre carré de terre. Le visage de ma mère a traversé une série d'émotions complexes et fascinantes à observer. Le choc initial, le calcul mental rapide, la jalousie, et enfin, une fausse tendresse terrifiante qui a recouvert ses traits. Elle a tendu la main par-dessus la table pour toucher la mienne. J'ai retiré ma main vivement, comme si elle était brûlante ou contagieuse. Oh, lisons. C'est merveilleux. S'est-elle exclamée, les larmes de crocodile montant instantanément à ses yeux maquillés. Je savais que Rosalie avait bon cœur au fond. Elle a voulu garder l'argent dans la famille, pour nous tous. C'est une bénédiction du ciel. Justement, avec papa, on parlait de vendre la grande maison pour acheter quelque chose de plus petit à cause des dettes, mais avec ça, tout est résolu. Et le projet de Félicie. On va pouvoir monter une vraie entreprise familiale, tous ensemble. Félicie s'est redressée sur sa chaise, son arrogance revenant au galop, amplifiée par la perspective de la richesse. C'est clair. 50 000 €, ce n'est rien pour toi maintenant, c'est de l'argent de poche. Tu peux me donner 500 000 pour lancer ma marque à l'international direct. Allez, lisons, on est sœurs après tout. Le sang est plus fort que tout. Oublions le passé, c'était des bêtises de jeunesse. Oublier le passé? Ai-je répété doucement, savourant l'ironie. Mon père a renchéri, essayant de reprendre une posture d'autorité paternelle malgré ses mains qui tremblaient d'excitation. Lisons, écoute-moi. Une telle somme, c'est trop lourd. Trop complexe à gérer pour une jeune femme seule comme toi qui n'y connaît rien à la finance. Je connais des gestionnaires de patrimoine, des amis sérieux. Je vais m'occuper de tout pour toi. Fais-moi un virement de la totalité sur le compte joint des deux mains, je distribuerai les parts équitablement entre nous. C'est le rôle du chef de famille. J'ai éclaté de rire. Un rire froid, sec, sans joie, qui a glacé l'atmosphère. Les têtes des tables voisines se sont tournées vers nous, intriguées par cette scène. Vous n'avez pas compris, ai-je dit, en les regardant droit dans les yeux, un par un, sondant leur âme noire. Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de famille. Cet argent est à moi. Légalement. Moralement. Tante Rosalie a été très claire dans son testament, pas un centime pour vous. Le visage de mon père est devenu pourpre, une veine palpitant sur son front. Tu es ma fille. Tu nous dois le respect. On t'a élevé. On t'a nourri. Vous m'avez jeté à la rue une nuit de pluie, ai-je rappelé, ma voix coupant l'air comme un scalpel chirurgical. Vous m'avez échangé contre un cheval. Vous vous souvenez? Ce cheval qui devait sauver la famille? Je me suis tournée vers Félicie, qui me regardait avec haine. Tu voulais un cheval, Félicie? Eh bien, imagine que ce cheval a mangé tout ton héritage. Chaque centime de ces 6,5 millions est le prix de votre trahison. C'est le prix de votre cruauté. Tu es un monstre. A crié Félicie, se levant brusquement et renversant sa chaise. Tu es une égoïste radine. J'espère que tu vas t'étouffer avec ton fric. Tu vas mourir seule. Ça suffit. A hurlé ma mère, perdant son masque de gentillesse. Si tu ne partages pas, tu ne seras plus jamais la bienvenue chez nous. Tu seras banni pour toujours. J'ai souri, pour la première fois de la soirée, un vrai sourire de libération. Maman, ai-je dit en me levant et en ajustant ma veste calmement.
Je ne suis plus la bienvenue chez vous depuis 16 ans. Et honnêtement, je m'en porte très bien. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai sorti un billet de 50 € de mon portefeuille et je l'ai jeté sur la nappe blanche, à côté de l'assiette de foie gras intouché. Pour mon repas. Profitez bien du dessert. C'est la dernière chose que vous aurez de moi. Adieu. Je suis sortie du restaurant, la tête haute, le cœur battant à tout rompre, laissant derrière moi le chaos que je venais de déclencher. Je me sentais invulnérable. Mais je ne savais pas encore que la bête blessée est la plus dangereuse. La guerre ne faisait que commencer, et elle allait être sale. Je pensais naïvement que c'était fini. Que j'avais gagné, que mon départ fracassant suffirait à les faire taire. Quelle erreur! Dès le lendemain matin, l'enfer s'est déchaîné, mais pas en face à face. Ils n'avaient pas ce courage. Ils ont attaqué sur le terrain de jeu préféré de Félicie et de ma mère, les réseaux sociaux, la rumeur publique, le tribunal de l'opinion. Félicie a posté une vidéo sur TikTok et Instagram. Elle y apparaissait les yeux rouges, sans maquillage pour la première fois de sa vie numérique, racontant une histoire déchirante et totalement fausse face caméra. Elle disait, des trémolos dans la voix, que sa sœur aînée manipulatrice et perverse narcissique avait profité de la sénilité d'une vieille tante mourante pour lui faire changer son testament in extremis, laissant ses pauvres parents retraités et malades, ainsi que sa petite sœur souffrante. Elle s'était inventée une maladie auto-immune rare pour l'occasion sans rien, dans la misère. La vidéo est devenue virale localement en quelques heures, partagée par tous ses contacts. Comment peut-on être aussi cruel avec sa propre famille? Commentaient des inconnus indignés. Boycotter son atelier. C'est une voleuse. C'est honteux. Ma mère, elle, a joué la carte plus insidieuse du Facebook des voisins et des associations locales. Elle a posté sur le groupe très suivi Vie à Limoges, attention à l'atelier Lison, rue des Arts. Cette femme n'a aucune morale. Elle a détourné l'argent destiné aux soins palliatifs de sa tante. Ne lui confiez pas vos objets de valeur, elle est capable de tout. Une mère dévastée. Les conséquences ont été immédiates et violentes. Le lendemain matin, en arrivant à mon atelier, j'ai trouvé la vitrine taguée en rouge sang, voleuse d'héritage. Mon téléphone professionnel ne cessait de sonner pour des insultes anonymes, des menaces. Pire encore, vers 10 heures, le conservateur du musée des Beaux-Arts, un client fidèle et respecté, m'a appelé, la voix gênée. « Lison, je suis désolé, a-t-il dit. Avec cette publicité négative et ces rumeurs, le conseil d'administration est inquiet pour l'image du musée. Nous devons suspendre notre contrat de restauration du vase Sèvres. Temporairement, j'espère. » J'étais dévastée. Je me suis effondrée sur le sol de mon atelier, au milieu de mes outils. Je ne pleurais pas pour l'argent, mais pour ma réputation, mon honneur. C'était la seule chose que j'avais bâtie de mes propres mains, sans l'aide de personne, pierre après pierre. Ils essayaient de me détruire, non pas seulement parce qu'ils avaient besoin d'argent, mais parce qu'ils ne supportaient pas que je leur échappe, que je réussisse sans eux. Ils voulaient me briser pour me forcer à revenir ramper. Je suis restée enfermée dans mon atelier pendant 2 jours, les volets clos, dans le noir, écoutant les messages de haine s'accumuler. J'ai failli craquer. J'ai failli leur faire un chèque pour qu'ils arrêtent, pour avoir la paix. C'est là que mon regard s'est posé sur la photo de tante Rosalie, encadrée sur mon bureau. Son regard sévère et droit semblait me transpercer et me dire « Si tu plies maintenant, Lison, tout ce que j'ai fait, tout ce que tu as fait, n'aura servi à rien. Batte-toi. Montre-leur qui tu es. » J'ai essuyé mes larmes. J'ai pris une grande inspiration. J'ai appelé Maître Valère. « Maître, ai-je dit d'une voix qui ne tremblait plus. Ils veulent la guerre? Ils veulent jouer sale? Ils vont l'avoir. Mais sur mon terrain. Le terrain légal. Préparez les dossiers. » Maître Valère était un requin déguisé en grand-père bienveillant. Quand je suis arrivée dans son bureau et que je lui ai montré les captures d'écran imprimées, les vidéos sauvegardées, et les photos de la peinture rouge sur ma vitrine, il n'a pas été choqué. Il a juste souri froidement, un sourire de prédateur qui a senti l'odeur du sang. Diffamation publique, harcèlement moral, dénonciation calomnieuse, atteinte à la réputation commerciale et préjudice financier, a-t-il énuméré en comptant sur ses doigts. C'est un dossier en or massif, lisons. Et nous avons une arme secrète que vous ne soupçonnez pas. Laquelle? Ai-je demandé, surprise.
La stupidité et l'arrogance de votre sœur. Il s'avère que Félicie, dans son arrogance habituelle et son besoin de se vanter, avait envoyé des messages vocaux à une ex-meilleure amie qu'elle avait trahie par le passé. Félicie se vantait de son plan machiavélique. On va la faire craquer, cette salope. Dès qu'elle lâche l'oseille pour qu'on la ferme, j'efface tout. De toute façon, la vieille Rosalie était gâteuse, c'était facile d'inventer des trucs pour faire pleurer les gens. L'ami, voyant la tournure criminelle des événements et voulant se venger de Félicie, nous avait transféré tous les messages audio. C'était la preuve irréfutable de la préméditation et de la mauvaise foi. De plus, nous avons récupéré les enregistrements des caméras de sécurité du restaurant Le Pont Saint-Étienne. La vidéo n'avait pas de son, mais les images étaient accablantes. On y voyait clairement l'agressivité physique de Félicie se levant et renversant sa chaise, mon père tapant du poing sur la table, ma mère menaçante, et moi restant calme, digne, avant de partir. Avant de continuer, je veux vous demander, à ma place, auriez-vous porté plainte contre votre propre famille? Ou auriez-vous essayé de négocier encore une fois? C'est une décision terrible à prendre. Dites-le moi en commentaire, oui pour le procès, non pour la négociation. Nous avons déposé plainte. Pas une simple main courante qui finit au panier. Une citation directe devant le tribunal correctionnel de Limoges. Le jour où l'huissier a sonné à leur porte pour leur remettre la convocation officielle, j'aurais aimé être une petite souris pour voir leur visage. On m'a raconté par des voisins que mon père a failli faire une crise cardiaque sur le perron. Il pensait que j'allais me cacher, que j'allais avoir honte. Il ne s'attendait pas à ce que je morde en retour. Il ne s'attendait pas à la justice. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard, au printemps. Limoges est une petite ville, l'affaire avait fait grand bruit et attiré du monde, des curieux, des journalistes locaux. La salle d'audience était pleine. Mes parents sont arrivés habillés comme des victimes, ma mère s'appuyant sur une canne qu'elle n'utilisait jamais d'habitude, jouant la vieille dame fragile. Félicie, vêtue de noir, jouait la fille éplorée et incomprise. Mais face aux preuves projetées sur l'écran du tribunal, leur comédie s'est effondrée lamentablement. Maître Valère a été impitoyable. Il a fait écouter les messages vocaux de Félicie dans un silence de mort. On entendait sa voix vulgaire et calculatrice résonner dans la salle solennelle. On a lu les rapports médicaux du neurologue de tante Rosalie prouvant qu'elle était parfaitement saine d'esprit jusqu'à sa dernière minute. Le moment le plus fort, celui qui restera gravé dans ma mémoire, a été quand mon avocat a demandé à Félicie à la barre. Mademoiselle, vous prétendez que votre sœur a volé l'héritage. Mais saviez-vous que votre tante avait spécifiquement inclus une clause d'exclusion vous concernant dans son testament? Je cite, « Je ne lègue rien à ma nièce Félicie en raison de son incapacité chronique à gagner sa vie honnêtement et de sa cruauté envers sa sœur. » La salle a murmuré. Félicie est devenue rouge pivoine, incapable de répondre, balbutiant des excuses incohérentes. Le juge, une femme sévère qui détestait les menteurs, n'a pas été tendre. Elle a vu clair dans leur jeu, une tentative d'extorsion en bande organisée déguisée en drame familial. Le verdict est tombé comme un coup près, net et sans appel. Mes parents et Félicie ont été reconnus coupables de diffamation publique, harcèlement moral et tentative d'extorsion. Ils ont été condamnés solidairement à me verser 150 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral et commercial considérable que j'avais subi. De plus, ils devaient publier des excuses publiques dans le journal régional Le Populaire du Centre et sur leurs réseaux sociaux pendant 30 jours consécutifs, sans possibilité de supprimer les commentaires, sous peine d'astreinte journalière. Pour eux, c'était la fin. La ruine totale. Ils n'avaient pas 150 000 €. Ils étaient déjà surendettés, vivant à crédit. Les conséquences ont été brutales et rapides. La banque, alertée par le procès et leurs dettes abyssales, a saisi leur maison. Cette maison qu'ils aimaient tant, symbole de leur statut social factice, leur fierté, a été vendue aux enchères judiciaires pour une bouchée de pain. J'ai appris par des connaissances qu'ils ont dû déménager dans un petit HLM, un logement social, dans la zone nord de Limoges. Un quartier qu'ils avaient toujours méprisé, critiqué et moqué. L'ironie était totale et cruelle. Ils vivaient désormais parmi ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Félicie? Son petit ami influenceur du moment l'a largué dès qu'il a su qu'il n'y avait plus d'argent et que sa réputation était détruite. Elle a dû prendre un travail de caissière dans un supermarché discount pour payer ses propres amendes et survivre. Fini les rêves de gloire, fini les photos de luxe. La réalité l'a rattrapée violemment. Ils ont essayé de me contacter une dernière fois,
par une lettre pathétique écrite par mon père, pleine de fautes et de ratures, demandant pitié pour les liens du sang, invoquant la famille. Je ne l'ai même pas ouverte. Je l'ai brûlée dans la grande cheminée de la ferme de tante Rosalie, regardant les flammes consumer les derniers liens qui me retenaient à eux. Oui, j'avais gardé la ferme. C'était mon seul lien avec la seule famille qui comptait vraiment. Aujourd'hui, je vous écris depuis l'atelier que j'ai aménagé dans la grange de la ferme. J'ai rénové l'endroit avec amour. Ce n'est plus seulement ma maison, c'est devenu le siège de la Fondation Rosalie. Avec une grande partie de l'héritage, j'ai décidé de donner un sens à cet argent. J'ai créé un programme de bourse d'études et de logement d'urgence pour les jeunes étudiants de la région qui, comme moi à 18 ans, ont été mis à la porte par leur famille en raison de leur choix de vie, de leur orientation, ou simplement de la cupidité et de la bêtise de leurs parents. Chaque année, nous aidons une dizaine de jeunes à se loger, à manger et à payer leurs études. Je les vois arriver, souvent brisés, effrayés, le regard fuyant, avec cette lueur de méfiance que je connais si bien. Et je les vois se reconstruire, mois après mois. Je leur apprends parfois la céramique, l'art de recoller les morceaux, l'art de faire de ces blessures une force. Je n'ai plus jamais revu mes parents ni ma sœur. Je sais qu'ils sont là, quelque part dans la même ville, vivant dans l'amertume, le regret et la haine recuite, se blâmant probablement les uns les autres pour leur déchéance. Mais ils ne sont plus mes fantômes. Ils ne hantent plus mes nuits. Ils sont juste des étrangers avec qui je partageais un passé lointain et douloureux. Le vase brisé de ma vie a été réparé. Les cicatrices sont là, visibles, dorées à leur fin, brillantes et fières. Elles racontent mon histoire, mon combat, ma victoire, mais elles ne me font plus mal. Je suis Lison. Je suis céramiste. Je suis libre. Et pour la première fois de ma vie, je peux dire sincèrement que je suis heureuse. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile de tout revivre, de rouvrir ces vieilles plaies pour les mettre en mots, mais si mon témoignage peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à se sentir moins seule face à une famille toxique, alors ça en valait la peine. La leçon que je veux que vous reteniez, c'est que le sang ne fait pas la famille. L'amour, le respect, la loyauté et le soutien font la famille. Ne laissez personne, jamais, vous faire croire que vous leur devez votre vie et votre bonheur simplement parce qu'ils vous ont donné la naissance. Vous ne leur devez rien s'ils ne vous donnent rien en retour. I didn't mean to click that. I got him, guys. If you get stunned, though, it's kind of crazy. I know. They're kind of ass at doing that. The thing's weak. Oh, you fucker. What's happening? We're getting ulted on. My god. Oh my god, he tried going for me with that! Us against the world. Call me the tickler, I'm just tickling them. Oh my god. Call me the tickler. Call me the tickler. Shoot her. Shoot her. I don't wanna. What the fuck? I just got clobbered. Wow. I got dead. Why am I in the point? I'm the almost fucking there. Support. Because everyone else is dead. Well, you can't expect to win them all. W. That hurt. Thanks for 7-Up Lightning and being a killer. I would have, but I was SVP, so like I didn't want to step down. What I mean is, yay, because No our wonder. other teammate didn't even ask, bro. He just did. Okay, Lightning. You know what? I kind of feel bad for you.
They'll be making fun of you for playing You'll Hawkeye. need a top-notch team to Maybe, win this maybe one. Hawkeye's the play, because like it's like impossible to kill a support or anybody. I got you. Like, you I got literally you. have to play Hawkeye, or they just don't die. I literally just higgled their supports for like 10 minutes straight. Tickle, tickle, tickle. I'm here to finish the fight that my father That began. sucks. Someone needs to do the work, Tommy. Tickle, tickle, tickle. Song enjoyer. Oh, sorry, that's my What? alt. That's my alt. Oh, enjoy. I've watched entire realities consumed by chaos. Don't let that happen again. 30 seconds before you Geek attack. out. Who else is wearing Nutty donut. When I see someone with powers like yours, I think, wow. I mean, how can I compare? Don't compare. Oh, get that off! I know. Oh god, that's terrible. What? The battle starts in 5, Oh, damn. 3, 2, 1. Well, I'll be damned. All you need to do is capture the Oh What's he shit! doing? What in the world? He could have pulled some off the map. What is he doing? He's He tried the 1v6. Maybe he's dyslexic and doesn't know how to count. Why can't I fucking click A? Oh, my fucking button's broken, I guess. I'm not dead. Anyone else see this jump on a parkour? Hope. Oh wow. Yeah. Wow, you like blew that guy up lightning. Okay. Double KO! Yeah, it seems to be working now. Portal. Nope, it stopped working. No way. Don't get that vehicle to its destination. What am I watching? That jet is going. Your team will be fine. Probably. Me and the thong guy are gonna get him. Nice.